Lorraine, la parole est à vous. Prenez votre temps. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors déjà, je trouve que c'est extraordinaire tout ce qui a été présenté. Là, moi, je débarque évidemment puisque je ne travaille pas du tout dans ce monde-là, mais je le vis différemment. Et du coup, ça donne presque envie de revenir vous voir en réa parce qu'on se dit qu'il y a tellement de boulot qui est fait que c'est assez extraordinaire. Alors, quand on m'a demandé de réfléchir à ce que je pouvais dire, ce sur quoi je pouvais témoigner de mes séjours multiples en réanimation, il y a des thèmes très précis qui me sont venus en tête. Bon, les douleurs multiples, le ressenti de la perte d'identité qui est très lié à la dépendance, le manque de repères, l'ennui terrible qu'on peut ressentir dans une chambre de réanimation lorsqu'on est réveillé, bien sûr, la solitude, l'importance et la place du soignant. Ça, je pense que j'insisterai pas mal là-dessus. Évidemment, la nourriture et la soif, qui sont juste un thème complètement à part. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le coma? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il ne se passe rien? Et puis après, la nécessité d'avoir peut-être des personnes qui viennent témoigner pour apaiser les patients qui sont stressés en réa. Donc du coup, je commence par les douleurs parce que c'est peut-être la première chose à laquelle on pense. Il faut dire qu'on est hyper bien accompagné et qu'il y a beaucoup de choses pour les douleurs, mais en fait, les douleurs qui pourrissent, enfin en tout cas, je parle de mon expérience, mais aussi de l'expérience des patients avec qui je discute régulièrement, puisque j'ai au moins une consultation par semaine, donc j'en vois beaucoup. Les douleurs, les plus bêtes, en fait, des petites douleurs toutes simples qui vous pourrissent la journée en fait, en réanimation et qui la rendent encore plus insupportable qu'elle ne l'est de par le fait d'être déjà insupportable pour un patient d'être en réa. Alors, il y a le fil de l'intubation qu'on accroche derrière les oreilles. Alors, ça paraît complètement stupide, mais en fait, moi, ça me faisait mal terriblement. Je saignais en fait derrière les oreilles et je trouvais que c'était infernal. L'intubation qui, à force d'être fixée dans la bouche, en fait, on finit par avoir des cicatrices sur le côté de la bouche. Aujourd'hui, j'ai une cicatrice sur le coin de la bouche dans lequel mon rouge à lèvres se coince en permanence. C'est vraiment désagréable. Et c'est une chose un peu bête, mais peut-être que ça aurait pu être évité avec quelque chose, je ne sais pas. Après, lorsque les patients ont une neuropathie et qu'ils sont un peu maigres, comme c'était mon cas, les boutons, lorsqu'on boutonne la chemise de nuit en fait dans le dos, l'appui du bouton sur le corps est douloureux en fait. Voilà, c'est une chose complètement stupide. Ça, ainsi que les draps pliés dans le dos, surtout quand on commence à avoir des escarres, ça paraît un peu bête, c'est difficile de ne pas avoir des draps qui plissent, mais c'était ma réalité. Ensuite, aujourd'hui, j'ai des brûlures, des traces de brûlures sur les jambes et on se demande d'où ça vient. Et en fait, ça vient simplement des drains qui forcément sortent du ventre ou d'ailleurs et qui du coup, à force de frotter le long de la peau, finissent par brûler. Et ça paraît bête, mais si vous additionnez toutes ces petites douleurs, et ben, finalement, vous passez un sale quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis évidemment, les douleurs de dos, les maux de dos, à force, un, d'avoir une neuropathie, et puis deux, de ne pas pouvoir bouger. On ne peut même pas se relever dans le lit, en fait, puisqu'il n'y a plus de force. Donc, du coup, ça, c'est des choses un peu bêtes. Et en fait, moi, j'étais soulagée par des bouillottes. Alors, ça paraît très simple, mais c'est ce qui me soulageait le plus. Et j'attendais avec impatience que ma famille m'apporte une bouillotte. Voilà, ça paraît bête, mais voilà, c'est plein de petites douleurs comme ça. Et les solutions sont finalement assez simples. Et il y a aussi une chose, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être hyper soutenue et d'avoir une famille qui venait. Mais par exemple, lorsqu'on a des douleurs et on a les jambes lourdes, des choses comme ça, des massages, en fait, on préfère avoir un massage que d'avoir le kiné qui vient nous aider à bouger. Et en fait, j'aurais préféré, je crois, évidemment, je comprends bien l'importance d'avoir un kiné pour faire bouger le corps, mais je crois que j'aurais préféré avoir un ostéo qui me fasse craquer, qui me remette en place et des massages des pieds et des jambes. Donc ça paraît difficile de demander ça à un soignant, mais peut-être qu'on pourrait imaginer une autre façon d'apporter ce type de soins qui vraiment rendrait la vie plus simple. Après, il y avait un thème, c'était l'ennui, et ça va aussi avec la solitude du coup. Alors encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'étais hyper entourée. J'étais pas hospitalisée pendant le Covid, évidemment, puisque c'était il y a 10 ans, mais il n'y avait pas de. S'il y avait eu une connexion et que j'avais pu parler avec mes amis via une tablette, via quelque chose, ou avoir des films à regarder de façon plus simple que ce qui était le cas au moment où j'y étais, ça aurait été, à mon avis,
pas mal. Je pense que le moins on pense en réanimation, peut-être le mieux c'est finalement. Donc là, évidemment, je parle des patients qui sont réveillés. Je ne sais pas quelle est la proportion des patients qui sont en coma artificiel ou ceux qui sont réveillés, ça je ne connais pas. Mais du coup, comme j'ai vécu les deux moments, celle du coma artificiel et réveillé, du coup, j'en parle. Qu'est-ce qui était important? Alors, j'ai entendu pas mal de choses sur la musicothérapie. Ça m'a fait penser à mon expérience personnelle. Donc, moi, j'ai été dans un coma artificiel pendant 2 mois. Je n'ai pas su qu'on allait me plonger en coma artificiel puisque j'ai été plongée en coma artificiel suite au choc que j'ai fait avec la microangiopathie thrombotique. Donc, je me suis vraiment réveillée après 2 mois de coma. Mais lorsque je me suis réveillée, ce que je peux dire, c'est que je savais ce qui m'était arrivé. Donc, dans la mesure où je savais, ça signifie bien, j'imagine que quelque part dans mon inconscient, comme on me l'a expliqué, réexpliqué, réexpliqué, ça veut dire que je l'ai enregistré d'une manière ou d'une autre. Ma mère avait donné une importance particulière à me passer de la musique de Mozart parce qu'elle avait lu que les fréquences dans les morceaux de Mozart étaient apaisants, avaient un impact apaisant sur les patients, sur les personnes et surtout dans le coma. Donc, je sais que j'en ai eu beaucoup. Alors, je ne sais pas quel a été l'impact. Il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais il se trouve quand même que ça a été fait. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que j'imagine quand même qu'il y a une part de l'inconscient qui enregistre beaucoup de choses pour la simple et bonne raison que depuis 10 ans, j'ai des cauchemars et les mêmes cauchemars et que depuis 3 ans, comme j'en avais marre de me réveiller toutes les nuits en criant et de ne pas pouvoir avoir accès à ce qui se passait dans mes cauchemars et de ne pas comprendre pourquoi est-ce que je me réveillais en hurlant alors que dans la journée j'allais bien, que j'ai un boulot, que je bosse et que je vais bien, eh bien j'ai commencé à enregistrer mes cauchemars. Et donc, je vais vous dire les phrases qui ressortent le plus, c'est « laissez-moi tranquille, je ne veux plus, poussez-vous, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes au-dessus de moi, c'est quoi les fils, pourquoi il y a des tubes ?» Et puis, qu'est-ce que vous allez me faire? Me touchez pas. Et surtout, ah oui, une qui revient tout le temps, ne me laissez pas seule. Non, non, ne me laissez pas seule. Donc, voilà ce qui ressort de mes cauchemars depuis 10 ans. Depuis que je les enregistre, je vais mieux. Mais donc, ça veut dire quand même que j'ai enregistré beaucoup de choses en coma artificiel. Ensuite, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, l'importance de la place du soignant. Vous êtes nos messies, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance que vous avez aux yeux des patients. Et donc, dans les petites solutions qu'on peut imaginer, c'est vrai que si le soignant se sent bien et qu'il a du coup l'énergie suffisante pour accueillir un patient lourd en réanimation, eh bien, je pense que c'est le combo gagnant pour une meilleure prise en charge. Lorsque vous entrez déjà, on s'ennuie quand même lorsqu'on est réveillé, je parle, mais du coup, visiblement, avec les cauchemars que j'ai aussi lorsqu'on est dans le coma, on s'ennuie toute la journée, c'est dur, on ne comprend rien, on est dans un monde complètement inimaginable. Et donc, lorsque vous entrez dans notre chambre, c'est du divertissement. Et puis, en plus, eh bien, on n'attend que ça, en fait, votre passage. Un, parce que vous nous rassurez, parce qu'on peut vous poser des questions. Et puis, deux, parce que vous avez des regards empathiques qui nous reboostent, en fait, et font notre journée. Et puis, même, en fait, chaque intervention, chaque personne qui rentre dans la chambre de réanimation revêt une importance extraordinaire. Même les femmes de ménage qui venaient et qui mettaient un produit dont je pourrais reconnaître l'odeur aujourd'hui sur le sol de ma chambre. Et d'ailleurs, une fois où j'étais en réanimation, j'ai demandé à avoir du produit pour le mettre chez moi sur mon sol, parce que c'était quelque chose qui était rentré en moi et c'était quelque chose qui était rassurant. Donc la place du soignant, si les soignants pouvaient comprendre à quel point ils sont importants aux yeux du patient, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je vous le dis aujourd'hui. Voilà, vous êtes nos héros. Ensuite, la nourriture et la soif. La nourriture, je ne sais pas si en réa, ça a beaucoup de place, mais quand même, je pense qu'à partir du moment où on mange, peut-être que c'est le moment où on sort, mais ça, je ne sais pas. Et par contre, la soif, on m'a répété souvent, mais non, Lorraine, tu n'as pas soif, tu es perfusée. Alors, je trouve ça insupportable d'entendre ça dans la mesure où je pense que c'était une des sensations les pires que j'ai ressenties dans ma vie, cette soif en permanence. Et comme en plus j'étais dialysée,
Même lorsque j'ai été désintubée, on m'interdisait de boire plus de 200 millilitres par jour, ou je sais pas, quelque chose de ridicule avec 20 médicaments à avaler. Et en fait, la soif, c'est vraiment une sensation terrible. Ce qu'on me donnait comme solution, c'était de m'asperger de l'eau sur le visage. Et donc, moi, j'ouvrais la bouche pour essayer d'attraper de l'eau. Mais évidemment, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible de régler ça ou de trouver une solution. Mais en tout cas, c'est très présent et très, très pénible et très douloureux. Alors, il y a aussi quelque chose d'important dont je voudrais témoigner, c'est le manque de repères. Alors, surtout lorsque, comme moi, on se réveille d'un long moment dans un coma artificiel. Voilà, moi j'avais quand même 25 ans, donc je n'étais pas une petite fille ni rien, mais en fait, un jour, mon frère s'est rendu compte, en discutant avec moi, que je ne savais pas où j'étais, en fait. Je ne savais pas si j'étais à Paris, pas à Paris. En fait, j'avais plus du tout de notion qu'il existait un monde en dehors de ma chambre de réanimation. J'avais aucune idée d'à quoi me ressemblait le service de réanimation, si j'étais dans un immeuble avec des étages, pas des étages. Et il s'est rendu compte, il m'a dit, mais tu te rends pas compte que tu es à Bichat, tu vois pas où c'est Bichat, comme si j'étais complètement débile. Il est charmant par ailleurs, mais du coup, en fait, il a dû me montrer sur une carte où est-ce que j'étais bien à Paris, dans une ville que je connaissais, etc. Et ça m'a permis de me réancrer en fait dans la réalité. Donc ça paraît tout bête, mais peut-être de dire, ah bah voilà, vous êtes là, tiens, ça ressemble à ça, la réanimation. Je ne sais pas si ça pourrait servir, mais moi, je sais que j'étais complètement paumée. Une autre chose aussi, un jour, j'ai une de mes infirmières, je voulais qu'elle reste et qu'elle reste avec moi et qu'elle reste avec moi. Évidemment, avec la charge de travail qu'elle avait, c'était pas possible. Et puis surtout, elle a fini par me dire, mais Lorraine, il faut vraiment que j'y aille parce que je dois vite avoir mon dernier train, sinon je pourrais pas arriver chez moi. Et alors là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Il y a une vie derrière, il y a des trains, elle est au travail, elle va aller prendre son train. Enfin, c'est juste pour vous montrer l'impact de se sentir complètement perdu et d'oublier en fait que il n'y a pas que la chambre de réanimation. Je ne pense pas que c'est parce que je suis auto-centrée, je pense que vraiment on est complètement déconnecté, on est dans un monde tellement technique qu'on est complètement paumé. Donc il y a ça, c'est vraiment une perte de repère terrible. Et donc, pour me réancrer dans la réalité, une des premières choses, et donc du coup on a une espèce aussi de perte d'identité parce qu'on est complètement dépendant et on ne sait plus qui on est, si on avait un métier, pas un métier, si on avait fait des études ou pas, enfin voilà. Et donc moi je voulais vous parler de quelque chose qui est assez drôle, c'est que le moment où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais la même fille qu'avant les 2 mois de coma et que j'étais Lorraine et que voilà, j'étais toujours la même, c'est lorsque un jour ma mère m'a tendu ma petite trousse à maquillage que j'emportais partout avec moi avant toute cette histoire. Et en fait, en ouvrant cette trousse à maquillage, c'est comme si j'ouvrais une porte de ma vie passée. J'ai retrouvé le rouge à lèvres sur lequel il y avait la trace de mes lèvres, mon rouge à lèvres fétiche. Et en regardant ça, je me suis dit, ah mais en fait, c'est bien moi, c'est à moi et c'est bien moi. Et ça paraît complètement bête, mais en fait, de rapporter des objets de la vie quotidienne de la personne, j'ai l'impression que ça pourrait aider à réancrer la personne dans sa vie. Et même, du coup, ma mère m'avait apporté une tête d'oreiller, ça paraît bête, un oreiller et une tête d'oreiller de chez moi, avec l'odeur de la lessive de chez moi, ça paraît bête, mais en fait, ça me rassurait et ça m'apaisait et j'ai eu l'impression de me réapproprier mon identité et de me dire, ah ben en fait, ça va aller, je sais qui je suis, je sais où je suis et on peut avancer. Voilà. Et puis, je regarde mes notes parce que j'ai du coup essayé de réfléchir à des choses qui pourraient servir. Voilà, voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait d'être attaché en réanimation, mais j'imagine effectivement que parfois on n'a pas le choix. Voilà, en fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est que le fait de multiplier les petites initiatives qui permettent aux patients de se réinscrire dans sa vie, je pense que c'est important. Et je crois, ah oui, et puis si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, je suis passée par là, moi aussi j'avais une neuropathie, je ne pouvais pas bouger, j'avais des tubes qui me sortaient partout du bide, mais t'inquiète, en fait, regarde, aujourd'hui je suis debout et ça va aller, je pense que ça m'aurait aidé aussi. Voilà, je pense que j'ai... Bon, après, on pourrait en parler des heures. Merci beaucoup, Lorraine, Merci de ce témoignage. Merci de ce qui va nous marquer et ce qu'on va rediscuter entre nous dans chacun de nos services. Et je laisse la parole sans plus tarder à Michael Darmon qui va animer les 2 sessions qui vont suivre, les sessions Mieux vivre la réanimation. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une session sur l'organisation des soins et du travail
et la manière dont les interactions peuvent bénéficier aussi aux soignants, avec un témoignage des 2 services de médecine de réanimation de l'hôpital Saint-Louis. Je crois qu'il y a un film, si je ne dis pas de bêtises, puis une table ronde. Donc, on va peut-être commencer par la réanimation chirurgicale, le service de surveillance continue et périopératoire, avec Anthony Rochat et Marc Baudry pour le DMU Parabole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Anthony Rochat, cadre de santé dans le service d'anesthésie-réanimation médecine périopératoire de l'hôpital Saint-Louis. Je vais vous présenter le projet du plateau de soins critiques dans l'établissement, un projet accompagné par la direction qui nous a permis de regrouper sur le même plateau la réanimation chirurgicale et surveillance continue, ainsi que la médecine intensive et réanimation. Ce projet, qui est un défi en fait technique et architectural, s'est mobilisé pour offrir un plateau sur 2000 m² sur des surfaces réhabilitées qui se compose de 32 chambres individuelles, dont 20 pour la médecine intensive réanimation et 12 pour la réanimation chirurgicale. Ce plateau de soins critiques mobilise 160 professionnels environ, tous métiers confondus, et permet aujourd'hui de proposer des soins sécurisés pour l'ensemble des patients que nous accueillons. Ce plateau de soins critiques, c'est aussi pour les professionnels, au-delà d'une aventure d'ouvrir un nouveau service, c'est de permettre de travailler dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales, afin de proposer les meilleures prestations pour les patients qui sont accueillis. Je vais vous parler plus précisément de l'expérience de l'équipe de la réanimation chirurgicale en vous relatant l'avant plateau de soins critiques, un service qui était réparti sur 8 lits, dont des chambres doubles, qui ne permettaient pas de proposer des chambres individuelles, qui obligeaient parfois la mixité des patients hommes-femmes, avec les difficultés de dédier des chambres lorsque les patients étaient en isolement, le manque de confidentialité et d'ergonomie, ainsi que l'encombrement des chambres, puisque des chambres qui sont très techniquées avec de nombreux matériels ne permettaient pas forcément de graviter autour du lit. Les activités de l'USC, des soins de la surveillance continue, auparavant, elles s'organisaient sur les lits de réanimation, limitant ainsi l'activité de réanimation et saturaient notamment la salle de réveil avec des patients qui relevaient de la réanimation. J'ajouterais que l'activité de prélèvement multiple d'organes était impossible à ce moment-là dans le service de réanimation parce que trop petit et était organisée au sein même de la salle de surveillance post-interventionnelle. Évidemment, sur les locaux, la superficie des locaux limitée, nous n'avions pas non plus d'espace d'accueil des familles, ce qui rendait compliqué la communication avec elles. Notamment dans cette limite de structure, nous n'avions pas beaucoup de surface de rangement, ce qui encombrait majoritairement les couloirs, ne laissant pas ou peu la possibilité de brancarder dans le confort et d'intervenir en cas d'urgence notamment, avec des locaux déchets qui se situaient au sein même du service et l'absence de zones de décartonnage. L'environnement de réanimation auparavant était évidemment pas très accueillante, avec un aspect plutôt froid, des peintures abîmées, des taches au sol et au plafond. Je voudrais vous montrer en quelques photos ce qu'était avant la réanimation chirurgicale. Donc, on voit notamment des postes vraiment envahis par du matériel divers et variés, des couloirs saturés. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de travailler sur nos contraintes pour proposer ce qui se fait de mieux aujourd'hui à la PHP, un des exemples de réanimation au sein même du groupe hospitalier Paris-Nord. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous présenter un secteur qui se compose de chambres organisées toutes de la même manière, qui sont spacieuses, lumineuses, avec un dégagement au sol et qui permet aux professionnels de graviter autour du patient,
Pour la surveillance et la sécurité des soins, nous avons la chance également d'avoir des répétiteurs de scope dans les couloirs ainsi que dans les zones de surveillance. Des bureaux médicaux qui se situent au sein même, au cœur même du service, avec des locaux de pharmacie sécurisés et aussi des salles d'attente confortables pour les familles, avec un espace de rencontre, point snack, boisson, télévision même, et toilettes. Ça peut paraître un peu simple, un peu, j'allais dire bête, excusez-moi, mais c'est vrai que nous n'avions pas non plus la possibilité de proposer des toilettes pour les familles lorsque nous avions l'ancien secteur de réanimation. Et enfin, comme nous avons un lien direct avec le centre de traitement des brûlés de l'hôpital Saint-Louis, nous avons aussi la possibilité d'avoir des locaux qui communiquent directement avec cette structure. Voilà, je vous propose de voir aujourd'hui un exemple des locaux du plateau de soins critiques à l'hôpital Saint-Louis, où on voit l'espace des couloirs, la luminosité, qu'elle soit dans les secteurs, dans les locaux partagés, ainsi que dans les chambres individuelles. Il était important de vous présenter cet aspect-là, puisque s'occuper des patients, ça passe aussi par bien vivre son quotidien au travail. Le plateau de soins critiques offre aux patients une prise en charge optimisée à l'évolution de l'état de santé et de ses besoins. Nous accueillons des patients également immunodéprimés, des patients qui ont subi une transplantation, des patients à qui nous avons annoncé un cancer avec une prise en charge qui nécessitait une prise en charge chirurgicale lourde. Et aujourd'hui, de pouvoir proposer à tous ces patients un environnement agréable et confortable fait sans doute que leur quotidien soit plus agréable également. Très rapidement, la réanimation chirurgicale se compose évidemment de professeurs, de réanimateurs anesthésistes, d'infirmiers, d'aides-soignants, de secrétaires, également de logisticiens, mais également d'intervenants extérieurs comme les masseurs kinésithérapeutes, les diététiciens, les manipulateurs en électroradiologie, les coordinatrices de prélèvements multiples d'organes, les assistantes sociales et les psychologues, à qui je rends aussi également hommage parce qu'elles font partie intégrante, toutes ces équipes, de la prise en charge des patients. Je vais vous proposer maintenant le point de vue des soignants en réanimation chirurgicale en vous montrant un film de très courte durée que je vous laisse visionner. Sur 24. Soyez pas, prenez soin de mettre sur des autres équipes. On a cette équipe qui est mobile, au scanner, au bloc opératoire. Et pour nous, pour mobiliser les patients, ce qui est bien, c'est qu'on a les lèvres-malades. Donc nous, on peut les bouger. On pourra bouger les patients dans toute la chambre, comme on veut. Ce qui est intéressant dans ce service, c'est vraiment le travail en équipe en ce qui concerne l'environnement. On fait tous le même boulot pour le confort
confort des patients. On est une très bonne équipe, le cadre qui est à l'écoute de tout le personnel. Il fait en sorte qu'on ait tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est un service où on peut trouver plusieurs pathologies, surtout les pathologies digestives. Plus récemment, on charge aussi les EME et les greffés rénales aussi. Notre travail dans le service, qui est un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est une équipe composée de plusieurs professionnels de santé, des médecins, des thérapeutes, les infirmières, les aides-soignants, les physiciennes, pharmaciennes. Nous sommes amenés à avoir des patients qui sont capables de communiquer pour la plupart du temps. Il faut avoir beaucoup d'empathie. Il faut être à l'aise dans la communication avec les patients et la famille. Nous avons un système de vidéoconférence avec lesquels les patients peuvent communiquer avec leur famille à distance via un écran d'ordinateur. J'aime bien les locaux parce que justement votre bureau est dans le service. On peut venir vous voir très facilement. Oui, tu sais où on est, quoi. Voilà, chez où vous êtes. Ouais, elle est ergonomique hein, quand même. On a vu sur toutes les chambres. Les bureaux ils sont centrés. On vous trouve facilement aussi. C'est vrai, vu qu'on a l'îlot juste devant, on voit le scope devant en plus, donc c'est pratique aussi. Voilà, donc moi ce que j'aime bien en réanimation chirurgicale, c'est pouvoir gérer des situations d'urgence, donc qui génèrent de l'adrénaline, pour pouvoir aider sur un arrêt cardiaque. Il y a plus d'espace dans les chambres, du coup on peut être un peu plus nombreux pour les massages cardiaques. Pouvoir aussi avoir plus de confidentialité, avoir un seul patient. Malheureusement, si on se retrouve dans une chambre double, avec juste un rideau sur l'ancienne réa, c'était comme ça qu'on séparait les chambres. C'était un peu compliqué dans ce genre de situation pour l'autre patient, parce qu'il fallait aussi le rassurer. Voilà pour le témoignage de soignants en réanimation chirurgicale. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues de la médecine intensive réanimation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Pour cette partie sur le témoignage de la médecine intensive réanimation, je vais laisser la parole aux différents soignants du service. Neila, qui est notre cadre de santé, Neila Laurent, qui est notre cadre de santé, a proposé de parler de l'interaction entre les soignants comme outil permettant justement d'améliorer la capacité et de soins et le vécu des soignants, surtout dans des périodes comme celles qui viennent de s'écouler. Neila. Bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de soins intensifs, de réanimation, on est capable de parler de soins très techniques, d'urgence vitale. Il y a un élément qui n'est pas visible, mais qui me semble essentiel, hein, c'est la communication, c'est les échanges. Et c'est quelque chose qu'on a emmené dans nos bagages sur la nouvelle réanimation. Ce sont ces temps formels et informels où les équipes médicales, paramédicales arrivent à échanger. Et je pense que de prime abord, il faut déjà qu'il y ait un modèle pour pouvoir créer cette culture de service. Et elle doit partir, je pense, de l'encadrement et de l'équipe médicale, d'avoir ces temps d'échange formels et informels, d'avoir un chef de service qui vient dans le bureau du cadre boire un café. Je pense que ça impulse une dynamique à l'ensemble de l'équipe pour pouvoir avoir des échanges libres et une communication facile. Je vais maintenant laisser la parole aux soignants de l'équipe. C'est Dominique, il me semble, qui commence. Oui, alors bonjour à tous. Donc, dans notre service de Réamed, on travaille en interaction avec l'équipe pluridisciplinaire. Ah, pardon. Ceux qui parlent, se mettent devant le micro. Hop. Voilà. C'est bon. Donc, dans notre service, on travaille en interaction avec l'équipe pluridisciplinaire, donc qui se compose de médecins, de cadres, d'infirmières, aides-soignants, psychologues, kinés, assistantes sociales, secrétaires médicales et hospitalières, l'assistante sociale également, et puis les cadres et un logisticien et l'équipe de bionettoyage. Donc, on échange des temps informels et formels.
En fait, cette organisation, elle nous permet d'organiser des staffs éthiques et des staffs paramédicaux autour desquels on se retrouve sur des thèmes choisis. Donc, parfois sur certaines pathologies ciblées qu'on veut approfondir avec les médecins, où on revoit au cas par cas tous nos patients pour mieux comprendre leur maladie et pourquoi ils sont chez nous et leur prise en charge. On effectue aussi plusieurs fois des entretiens avec les familles, plusieurs fois par semaine, pour refaire un point avec eux sur leurs proches et leur histoire, avec le médecin, mais également avec la psychologue, pour que le patient soit vraiment bien pris en charge dans toute sa globalité. Oui, donc en fait, avant les rencontres avec les patients, les échanges sont très importants pour moi, que ce soit avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, parce qu'ils vont me permettre de saisir déjà l'état de santé du patient, puis de pouvoir imaginer les retentissements psychiques pour lui et pour sa famille. Et puis, après les entretiens, c'est grâce au secret partagé, c'est important aussi pour moi de pouvoir transmettre à l'équipe certaines informations qui peuvent être pertinentes pour peut-être ajuster la prise en charge ou expliquer certains comportements ou réactions qui sont présentes chez les patients. Donc, en fait, tout ce travail de prise en charge globale dont on parle, je pense qu'ils vont être importants à la fois pour permettre de répondre à un besoin d'efficacité personnelle, mais aussi collectif pour notre équipe, et puis de travailler tous ensemble pour avoir la sensation de fournir un travail de qualité autour du patient. Je pense que c'est deux éléments qui sont essentiels pour avoir une qualité de vie au travail pour toute notre équipe. Voilà, c'est les différents éléments sur lesquels nous souhaitions appuyer. L'impression que les échanges, les interactions, le dialogue au sein de l'équipe permet en permanence d'améliorer et la qualité des soins et la qualité de vie au travail. Et c'est quelque chose qui a été initié il y a longtemps par Elie Azoulay dans l'unité et qui tient à cœur de l'ensemble des soignants. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va profiter de l'absence de questions pour conclure. Merci. Eh bien, merci à tous et à toutes. Et je passe la parole au professeur Jean-Damien Ricard de médecine intensive à l'hôpital Louis-Nourier pour la conclusion de ce séminaire. Merci beaucoup, Jean-Damien. Merci beaucoup, Elie. J'aimerais d'abord remercier tous les intervenants qui se sont exprimés, peut-être en particulier Lorraine Messeka, parce que je pense que ces paroles ont été vraiment très, très importantes pour nous, pour se rendre compte de tous ces petits détails, comme elle le dit très justement, mais sur lesquels finalement on peut agir très facilement. Encore faut-il en être au courant. Donc, merci infiniment pour votre témoignage. Et à titre personnel, avec ma cadre, voilà, on fera appel à vous pour qu'on puisse corriger ces petits irritants du quotidien, comme on en parle, mais qui pour vous ont eu un impact très, très important. Donc, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus. Et donc, notre doyen Philippe Rosicki ne pourrait malheureusement pas être là avec nous. Voilà, mais il voulait faire part d'abord de l'originalité de la rencontre. Je pense qu'on a effectivement eu beaucoup de présentations très, très diverses et qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a encore quelques années, d'avoir des témoignages de patients, des prises en charge sur la qualité de vie et l'organisation des services. C'est quelque chose d'assez nouveau maintenant et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Il a souhaité souligner l'importance et la force de la discipline de soins critiques dans le GHU et son niveau d'excellence que je pense beaucoup nous envient. Et ça, je crois que ça c'est très très vrai. Quand on voit les dépôts de RHU, les obtentions de FHU, tous les PHRC, les PHRIP qui sont menés dans le domaine des soins critiques, je pense qu'effectivement notre GHU a ici une activité tout à fait intéressante et importante, et comme il l'a dit, qui nous envie. Et aussi souligner le fait, et ça on ne peut pas lui retirer, le fait que l'UFR soutient par le biais des promotions les jeunes talents en anesthésie-réanimation et en médecine intensive-réanimation. Et donc, voilà, c'est quelques mots qu'il souhaitait dire. Donc, moi, à titre personnel, encore une fois, merci à tous les participants, à tous ceux qui sont restés connectés. Ils sont encore très nombreux malgré l'horaire tardif. Et je vous souhaite une très, très bonne après-midi et à très bientôt.
On coupe.